en fait, cette confiance-là, dès que ça va mal, dès qu'il y a quoi que ce soit qui déraille, j'ai un espèce de socle en titane qui fait que je vais pas plus bas que le fond. Cette énergie, cette puissance, soit tu l'as avec ton histoire compliquée. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis allé me créer ces aspérités-là. Arrêter de commenter, arrêter de liker, arrêter d'être spectateur. Eh ben, écoute, bienvenue Stan. Merci à toi, Loïc. Très très content de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton temps. J'imagine que tu es particulièrement occupé, d'autant plus en ce moment avec le contexte extrêmement changeant. Mais c'est cool que tu aies pu te rendre disponible pour échanger un petit peu avec nous sur ton parcours et nous en dire un petit peu plus. Moi, je suis très content de te recevoir parce que tu as une double casquette. Je vais te laisser te présenter, mais il y a ton expérience entrepreneuriale, je pense, qui sera vraiment intéressante, encore une fois, surtout dans le contexte actuel. Mais il y a aussi la dimension, il y a ce que tu fais comme job, je pense, qui sera particulièrement intéressant, et puis la dimension un peu plus sportive, dépassement que tu as pu, que tu vis en dehors de ton aventure entrepreneuriale, même si je Ouais. pense que les deux sont liés, tu nous en diras plus. Voilà, donc très très heureux de te recevoir aujourd'hui. Écoute, je te laisse commencer par te présenter, nous dire qui est Stan. Écoute, merci à toi en tout cas merci de ton invitation. Euh, Écoute, j'ai eu en effet dans les 10-12 dernières années plusieurs moments, plusieurs phases assez intenses. J'en ai aujourd'hui 3 en tête. Il y en a une qui nous intéresse peut-être un peu moins aujourd'hui, qui est en gros ce que j'ai fait sortie d'EDEC, sortie d'école 2009 jusqu'à à peu près 2018, donc pendant quasiment 9 ans, où j'étais trader d'abord en actions à la BNP, puis surtout en matières premières agricoles chez Cargill. C'était une vie super intense qui est important de mentionner parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup d'enseignements de cette période qui m'ont vraiment servi pour la suite, en gros, des 2 autres phases. Et ça a été assez intense. Un métier de trader, ça suscite beaucoup de fantasmes. On connaît beaucoup ce métier dans les films. On connaît aussi ce métier dans les headlines de journaux comme l'affaire Kerviel ou d'autres. Ouais. C'est rarement sous un signe hyper glorieux. C'est un métier qui est très méconnu et sous cette même appellation, il y a plein de métiers différents. Moi, j'étais trader en matières premières agricoles, donc c'est-à-dire en gros, je traitais du blé, du maïs, du colza, du soja. J'étais trader physique, trader action et puis trader futur. Donc en gros, trader physique, trader option et trader futur. Donc en gros, je bougeais des cargos de marchandises réelles, donc bougeais des Panamax de blé de 60 000 tonnes, de l'Australie à l'Europe, de maïs, de colza, etc. Donc c'était hyper concret. On faisait ça, puis on traitait aussi après sur les marchés. Et ça a été une vie, mais à 2000 à l'heure. En gros, j'ai commencé, j'avais 22 ans et jusqu'à mes 30 ans, en gros. Ça m'a amené un peu à Londres, beaucoup à Paris, et puis finalement à Genève. Et c'était une vie ultra radicale, en fait. C'était une vie déjà assez extrême professionnellement, dans lequel j'ai appris à, en gros, prendre des décisions ultra rapides, où tu peux être un dieu le matin et une merde l'après-midi, parce que parce qu'en gros, ta position a bien fonctionné le matin, tu as fait des millions de dollars, l'après-midi, le marché s'est retourné, tout s'est cassé la gueule, et c'est un métier où finalement on fait table rase quasiment chaque jour, la performance est mesurée quasiment chaque jour. Donc c'est un métier en fait où tu te projettes assez peu sur le moyen et long terme, tu es dans un ultra court terme, dans une prise de décision immédiate, où tu vois tout de suite ou très vite les conséquences de ce que tu mets en place. Donc ça a été pour moi hyper intéressant, parce que ça m'a permis d'évoluer dans un environnement bien que déshumanisé, ultra dynamique, où il fallait être super réactif, où il fallait comprendre un peu tous les mécanismes, prendre des décisions rapides, être responsable de tes décisions, les assumer. Et ça, je pense que c'est vraiment un super bon terreau pour monter une boîte et pour être crédible vis-à-vis d'équipes. Aujourd'hui, dans Explora, on est une quinzaine. On est basé à Annecy et du coup, il y a quand même assez vite, dès les premiers mois, si ta boîte se passe bien, une notion de management d'équipe qui est quand même importante. Et c'est ça que je trouve difficile si tu lances une boîte en sortie d'école sans expérience, il y a quand même
pas, tu vois, se confronter à l'exercice de management, c'est pas hyper facile. Donc ça, c'est Ouais. pour ça que j'ai trouvé que c'était un bon apprentissage. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai toujours su que j'avais envie de monter une boîte, mais en sortie d'école, il y avait quelque chose qui me retenait un peu. Je me sentais pas hyper prêt. Donc c'est probablement ce que j'ai expliqué avant. Il fallait que je prenne un peu plus de bouteilles, tu vois, un peu plus de confiance. Et puis j'avais probablement cette case dans ma tête que j'avais besoin de cocher, de faire du trading pour un rôle peut-être pour un rôle social, tu vois, je sais pas si c'est que des bonnes raisons en fait, mais ça a été mes raisons du moment, quoi, mes raisons d'un gars de 22 ans qui se disait qu'il pouvait gagner hyper vite sa vie, que ça avait pas l'air d'être super sorcier, que j'ai fait une école de commerce, business, j'étais en finance de marché, qu'a priori il y avait rien qui m'échappait dans le raisonnement de ce qu'il fallait savoir comprendre pour être capable d'être bon. Et puis le reste, on disait que c'était de l'intuition, de la capacité à décider vite, fallait bien parler anglais, fallait être adaptable et tout. Je me disais putain, mais merde, c'est moi, quoi, je vais le faire. Et et puis c'est allé tout droit, ça a super bien marché. Puis 8 ans plus tard, j'étais responsable du trading pour Cargill, une grosse boîte américaine, responsable du trading pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc il y avait 150 traders sous ma responsabilité, c'était un PNL de près d'1 milliard. Enfin, c'était vraiment un the big fat job qui était super excitant. Euh, mais en même temps, tu vois, c'était ma ligne d'arrivée, quoi. Quand je me suis lancé dans ce métier-là, quand j'ai démarré en trading, j'étais inspiré par un gars qui, en gros, faisait ça. Et je me suis dit, bah voilà, le métier de ce gars-là, c'est probablement pour moi mon métier rêvé. Et je m'étais projeté en disant, voilà, quand j'arriverai là, bah, je serai allé au bout de l'histoire, quoi. Donc j'ai eu ce job-là au bout de quelques années. Et donc, 30 ans, la naissance de ma fille, cette envie de lancer une boîte était toujours lancinant. Pendant des années, j'ai gratté des calepins sur ce que devait être Explora Project. J'avais déjà le nom en 2012, donc clairement 6 ans avant de lancer Explora. Et puis, pour la petite histoire, je bossais à Saint-Germain-en-Laye, tu vois, en banlieue parisienne, ouest, Ouais. et j'habitais Place Iéna à Paris, et derrière le Palais de Tokyo. Et du coup, je prenais le RER A tous les jours, tous les matins, et j'avais 1 heure et demie quasiment. Et tous les matins, pendant des années, j'ai gratté des calepins avec ce que devait être Explora, quoi. Ce que je m'imaginais. En fait, c'était une manière de vivre un peu mon rêve d'entrepreneur, mon rêve entrepreneurial par procuration, ou en tout cas en différé, tu vois, je le vivais un peu dans ma tête. Ça me permettait de me dire que ce projet allait voir le jour. Et en même temps, j'étais sûr de ne pas perdre ce qui me semblait être à ce moment-là des bonnes idées. Euh, la plupart de ce qu'il y a dans ces calepins, c'est Explora aujourd'hui, quoi. Et OK. finalement, ça je l'ai vraiment pas perdu. Et c'est encore fréquent que quand on me dit, mais il y a tel truc, tu sais, comment tu le jouerais, quel nom tu donnerais à ça, comment tu montrerais, et bah, je ressors mes calepins et franchement, pendant des années et des années, tu les écris. J'ai 8 calepins. Et bah, franchement, j'ai écrit sur chaque millimètre de papier dessus. Bah, franchement, j'ai un paquet de trucs, quoi. Et je pense qu'il y en a encore un paquet qu'on n'a pas encore fait et qu'on va pouvoir dérouler avec Explora dans les prochaines années. Mais donc, en fait, tout ça pour dire un petit apprentissage pour ceux qui écoutent, c'est honnêtement, on nous fait tellement flipper, et ça fait tellement flipper, et il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises, mais il y a aussi des bonnes raisons, de lancer sa boîte, et on en a tous vachement envie, parce que c'est évidemment assez libérateur, on se dit qu'on est son propre chef, qu'on peut monter son propre projet, etc. Il y en a beaucoup qui ont des envies d'entrepreneuriat, mais clairement qui ont peur de se lancer, quoi. Et dans plein de cas, Ouais. c'est légitime. Enfin, ça sert à rien de dire lancez-vous, on s'en fout, whatever, faut tester, mieux vaut faire un peu que pas faire du tout. Oui, c'est vrai, mais il y a des réalités économiques, des réalités de la vie qui font que ça peut pas être fait n'importe quand, n'importe comment. Donc, par contre, une phase préalable qui peut être faite n'importe quand, n'importe comment, c'est quand même de gratter toutes ces idées sur des calepins et d'être sûr qu'elles ne s'envolent pas. Et ça nous permet aussi parfois de nous rappeler à nos rêves et de nous dire, attends, j'avais ça, ce calepin, il est 2014, mon vieux, on est en 2020, t'as rien fait. Franchement, sors-toi les doigts, quoi. Et ça, je pense que ça m'a vachement aidé, et de revenir besogneux à mes calepins pendant toutes ces années, c'est probablement là que j'ai construit la réalité d'Explora d'aujourd'hui, et que j'étais sûr que ce rêve-là, j'allais pas le laisser s'échapper, parce que plus j'écrivais, plus il devenait réel, même si personne n'en avait eu vent et il était que dans ma tête, quoi. Euh, Néanmoins, j'ai posé 2 démissions chez Cargill pour lancer Explora, une en 2012 et une en 2014. Et à chaque fois, on m'a dit non, 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 mais non, on te barre pas. Tiens, t'es chef à la place de ton chef. Et puis je suis resté dans la petite, tu vois, dans la petite moulinette
de musaraigne, Mmh. la tête dans le guidon et puis ça m'a tu vois, ils ont remis 100 sous dans la machine et je suis reparti pour quelques années à chaque fois. Après ça a été, voilà, c'était toujours, tu vois, des promotions, un peu plus d'argent, un peu plus et puis tu restes, tu vois, de fil en aiguille, année après année. Tu comptes plus les années, tu oublies, tu te dis, bon, tu justifies, tu vois, semaine après semaine, mois après mois, tu te convaincs le fait que rester est probablement la bonne solution. Mais néanmoins, les années passent et la troisième démission a été la bonne. Naissance de ma fille, 30 ans, près de 9 ans dans la même boîte. Je me suis dit, oh, putain, 30 ans, mon vieux, quoi. 30 ans, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 8, 9 ans que tu te dis que tu vas lancer cette boîte, que c'est ton rêve. C'est bon, quoi. Vas-y, quoi. Donc, ça a été à nouveau, j'ai eu une bonne partie de la première étincelle qui est venue de ma part, et puis après, j'ai eu besoin de mon entourage pour me conforter dans que cette décision était la bonne. Et c'est au retour de congé, tu vois, congé avec les potes, la famille, ma famille, bah, ma femme et puis ma famille, mes parents, mes sœurs. Et je me suis dit, bon, allez, je leur confronte ça, je leur dis que je vais arrêter. Et puis en fait, ça a été, bah, tu vois, j'ai été hyper encouragé en fait. Il y a eu évidemment, il y a toujours Mmh. la maman inquiète. «Ah bon, mais tu gagnes super bien ta vie, mais t'es sûr et tout? Mais t'as des enfants à charge?» Et puis, et puis en fait, voyant que c'était rien que d'en parler, c'était une libération, rien que de parler du projet, ça me fait vibrer. Et puis ça, c'est à nouveau un petit tips pour ceux qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous écouter. C'est en gros, bah, on reconnaît, tu vois, l'énergie que tu peux avoir quand tu crées ta boîte, quand tu te lances dans des projets, bah, tu commences à t'y confronter, tu la goûtes déjà quand tu évoques le projet avant de franchir le pas. Tu vois des personnes, Mmh. moi j'ai des personnes qui me parlent de leur projet de boîte parce que, tu vois, je tends un peu la main sur mes journaux de bord et semaine après semaine, puis il y en a plusieurs qui m'écrivent: «Je vais lancer cette boîte, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux m'aider?» machin. Du coup, il y en a, c'est encéphalogramme plat. Ils te parlent du projet, tu sens que ça réveille à rien, que c'est finalement un peu pour combler un manque d'un autre problème. Alors moi, je suis là, bon, écoute, je suis pas sûr que ce soit le bon ami. Et puis il y en a d'autres, ils ont le fire, ils t'en parlent, tu sens que ça réveille quelque chose en eux, et c'est une espèce de libération, qu'ils ont mûri ce truc, tu vois, ils sont dans la plénitude quand ils te parlent de ce truc-là. Et là, tu dis, mais cette force-là, je sais pas si elle est bien canalisée aujourd'hui, mais peu importe, elle existe, quoi. Et donc, elle pourra être bien canalisée par la suite avec des accélérateurs, des accompagnateurs, des pépinières, des machins, des mentors, mais le feu, il est là. Et dans les premières années de boîte, tu en as tellement besoin que finalement, ça justifie pour moi, en tant que tel, de se lancer dans ce genre de projet. Ça me fait penser à l'épisode qu'on a eu avec Anthony Bourbon. Je sais Ah pas bah si tu as oui. eu l'occasion de le croiser, ouais, mais qui est juste un bulldozer. Enfin, cette conversation, c'était hallucinant et c'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est le gars te parle, il pourrait te vendre, j'en sais rien, des slips ou une hutte au fin fond du Mexique, où il te proposerait de partir 6 mois. Enfin, il te convainc, quoi, tu vois? Il a le feu, comme tu dis, et c'est comme ça, enfin, en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il explique le succès hyper rapide qu'il a eu avec Feed, qui a lancé de mémoire en 2017 et qui aujourd'hui est valorisé à, dernière nouvelle, 250-300 millions d'euros. Donc, juste hallucinant, quoi. Et ouais, donc je te Ouais, rejoins complètement. Ce drive et comment tu arrives à l'exprimer, c'est souvent ça qui, en tout cas, très certainement qui a une part importante dans le fait de faire la différence, mais aussi qui te permet de convaincre. Et tu nous en diras plus, mais j'imagine que tu as dû convaincre un paquet de personnes, entre des investisseurs, tes premiers employés, tes clients potentiels. C'est un peu ça le job de l'entrepreneur quand tu te lances, non? ouais, c'est clair. Franchement, ça, on en parle pas suffisamment. En tout cas, c'est pas mis suffisamment en exergue dans les qualités qu'il faut avoir pour lancer sa boîte. C'est qu'il faut savoir parler de sa Ouais. boîte. Et on voit souvent des duos ingénieurs commerciaux, tu vois, dans les duos de founders. Il y en a un qui crée le produit, l'autre qui en parle, ou l'autre qui le vend. Bah, franchement, ça paraît un peu gros sabot, mais c'est quand même une réalité qui pour moi, est vraiment fondée, quoi. Dans les premiers mois de ta boîte, et même avant de créer ta boîte, tu passes ta life à pitcher, en fait. Et que ce soit un apéro, et au fait, toi, du coup, tu fais quoi? Et au fait, toi, tu as démissionné. Ah ouais, mais attends, mais pour faire quoi? Sérieux? Et après, ah, au fait, tu sais, j'ai mon cousin qui investe. Tu peux me parler de 3 secondes de ta boîte? Je vais lui en toucher un mot. Tu vois, sous quelque forme que ce soit,
ouais, que ce soit informel ou super formel, que ce soit en 10 secondes, 30 secondes, ce qu'on appelle le elevator pitch, ou que ce soit en 20 minutes parce que tu as un mec qui est passionné et qui dit vas-y, dis-moi tout, je veux tout connaître. Et ben en fait, il n'y a pas de mystère en fait. C'est que ta boîte, tu peux en parler avec passion déjà si tu y as beaucoup réfléchi et si tu es capable d'élaborer et d'apporter des réponses à beaucoup de Ouais. questions. Et donc, si tu as pris le temps de tourner le truc dans tous les sens. Et pour tourner le truc dans tous les sens, bah, c'est pas que le faire tout seul comme un Rubik's Cube, c'est se confronter. Et c'est se confronter en fait aux gens autour de toi, quoi. Bah, aux écosystèmes qui vont bien, à ceux qui peuvent t'apporter de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est super important. Le troisième conseil, du coup, ce serait pour ceux qui veulent lancer un projet ou leur boîte. Bah, mais ça, on le dit tellement que je sais même pas si ça sert encore à quelque chose de le dire. Mais putain, il faut se confronter à la réalité du monde, Mmh. quoi. Il faut confronter son idée. Un projet, il vaut rien, quoi. Un projet, il vaut rien. Ce qui vaut, c'est son exécution. Donc si moi j'avais dit bah je vais lancer une boîte d'aventure, une agence de voyage d'aventure durable en 2017 ou 2018, on m'aurait dit ouais bah cool, bah il y a Terre d'aventure qui existe. Mmh. Euh, et je dis mais non, mais c'est pas ça. Ah ouais, bah c'est quoi? Ah oui, d'accord, donc c'est pas comme ça qu'il faut que je le présente, parce que Explora, en fait, c'est pas Terre d'aventure, c'est quand même, c'est pas pareil. Bah, pourquoi c'est pas pareil? Bah, c'est plus engagé quand même, à tous les niveaux, physiquement, dans le dépassement de soi, c'est pour un public plus jeune. Mais pourquoi un public plus jeune? Bah, parce que c'est un peu plus physique et qu'on va chercher un peu plus loin et que, ok, bah, tu penses que les vieux peuvent pas le faire? Ah, ok. Et en Ouais. fait, de fil en aiguille, plus tu échanges, plus tu te dis, bah, mais en fait, attends, non, mon projet, je dois pas le définir comme ça. Et d'ailleurs, c'est quoi vraiment mon projet? Et ces semaines-là, ces mois-là où tu confrontes, bah, du coup, font évoluer ton pitch, font évoluer ton produit, font évoluer ton positionnement, font évoluer ta cible, font donc évoluer tes moyens de communication, font donc te permettre donc de déterminer un budget par support de communication que tu utiliserais, et te permettre d'y voir plus clair sur ton plan de financement. En fait, tant que tu n'as pas bouclé cette boucle-là, on te dit tu as besoin de combien, bah, Ouais. t'en sais rien en fait, t'en sais rien. Donc la plupart des gens disent bah, j'ai besoin de ce que j'ai. Bah peut-être pas, non. Il y a des mecs, ils ont pas un sou et ils sont dans un projet industriel, ils ont besoin de millions en R&D. Et parfois, il y a des mecs qui sont Crésus et qui ont besoin de pas grand-chose parce qu'ils vendent juste un service avec un besoin en fonds de roulement négatif. Voilà. En gros, il n'y a pas de règle. Ça veut rien dire de j'ai besoin de ce que j'ai. Donc, tout ce cycle-là, il est important. Pour reboucler sur l'histoire d'Explora et du coup pour définir un peu comment ça s'est passé, c'est que euh, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. C'est un peu la troisième. Je te dis, il y a trois grands moments. Il y a le trading, cette vie-là que je peux pas oublier, qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Il y a évidemment le lancement d'Explora, une agence de voyage d'aventure durable d'un genre nouveau qui parle à toutes les générations, qui est engagée, qui est ancrée dans son temps et dans les problématiques environnementales actuelles. Euh, et puis, il y a aussi, c'est clair, à titre perso, et ce qui a nourri l'ADN d'Explora, c'est beaucoup de courses à pied. Moi, c'est beaucoup de défis, parce que à côté de cette vie extrême et radicale de trading, bah, j'avais un exutoire nécessaire, en fait, Mmh. là où j'avais besoin tu vois, une soupape, où j'avais besoin de m'échapper, de vider, euh, de vider mon cerveau du tumulte de la journée, et je l'ai trouvé dans l'ultra fond, dans l'ultra aventure. Ça a commencé insidieusement avec je crois que ma première course, ça devait être un 10 km, le 10 km de la braderie de Lille, je crois, un truc comme ça, en 2008, 2008, 2009, 2008. Et puis, assez vite, ça a été un semi-marathon, ça a été un marathon, deux d'affilée, un le samedi, un le dimanche. Ah Puis ouais, après, ça a été un 100 km, 100 km de Millau que j'ai fait plusieurs OK. fois. Donc des 100 bornes sur route, puis après ça a été 100 bornes dans les montagnes, en trail, les trails des courses de l'UTMB. Après ça a été, puis je me disais en fait, je veux aller encore plus loin, tu vois, un peu boulimique de cette notion du dépassement de soi, pas parce que je voulais me faire mal, mais en fait parce que j'étais en construction de l'homme que je suis aujourd'hui. Puis quand tu es dans cette phase de construction, tu as besoin c'est pas de tester tes limites, en fait. On dit beaucoup ça, ouais, les jeunes, ils ont besoin de dépasser leurs limites. En fait, non, quand tu es jeune, tu as juste besoin de les connaître. Mmh. Tu as juste besoin de savoir où est-ce qu'elles sont, quoi. Tu es juste en apprentissage. Ça veut pas dire que tu cherches à te mettre dans le rouge ou que tu es dans des conduites addictives ou excessives. Euh,
peut-être qu'aux yeux d'autres personnes, ça aurait l'air de conduite excessive ou de conduite addictive, mais pour toi, tu es juste en train de te découvrir et de savoir ce que ton corps peut faire, de savoir où est-ce que tu places ta souffrance, qu'est-ce qu'elle t'apporte, est-ce qu'elle te construit, est-ce qu'elle te détruit, est-ce que tu es capable de, de capitaliser sur ces moments-là pour être plus fort dans l'adversité suivante. Et en gros, tu sais, ce mécanisme-là, il est pas si évident. En fait, le mécanisme du grand sportif qui souffre et qui est de plus en plus robuste à force qu'il souffre, bah, en fait, ça marche avec certaines personnes, mais il y en a d'autres, ça les détruit, quoi. Donc, c'est pas une évidence. Et cet apprentissage-là, il prend un peu de temps. Et moi, je l'ai fait en parallèle de ces premières années de trading. Du coup, je courais beaucoup. Ma vie, c'était acheter ou vendre sur les marchés et puis courir. Euh, C'était vite du reste, mais je savais que c'était vite du reste et je savais que je faisais ça que pour un temps, mais j'avais besoin d'aller à fond là-dedans. Et du coup, j'ai battu le record de la traversée de la France en courant en 2011 parce que j'avais besoin de le faire plus vite possible, tu vois, d'aller un peu. C'était en gros dans le terrain de jeu français, de ce que je me représentais rapidement, de ce qui était simple à mettre en place dans ma vie du moment où j'avais peu de vacances, où je bossais beaucoup. Bah, je lui dis, bah, ok, 15 jours, je traverse la France facile, nord-sud, net, easy, clair. Je passe par Paris, je passe par telle ville, je dors chez tel pote, tel pote, tel pote, je demande à tel pote de m'accompagner, je loue une bagnole porte-maillot. Ok, donne quoi. J'achète 50 balles de stickers et on colle ça, record la traversée de la France en courant et c'est parti quoi. Et en gros, j'ai décidé ça en juin et puis je suis parti le 3 septembre. Ah ouais. Je me suis entraîné sur l'été et du coup, j'ai fait ce record et je faisais 80, un peu plus de 90 bornes par jour. Je fais ça 15 fois de suite. Et en fait, tu vois, je me suis détruit et à mesure que je me détruisais, je me détruisais à court terme et puis j'étais en train de me construire pour la vie, quoi. C'est, je le sentais en fait. Mais tout mon corps était en souffrance, en gros. Mais j'étais en train de découvrir que j'étais quelqu'un qui était capable de dire quelque chose et de le faire vite, assez rapidement, qui était capable de ne pas perturber la vie de tout le monde pour être capable de vivre son petit rêve, tu vois. Mmh. J'avais pas fait chier mon boss, ma boîte, en leur demandant un truc exceptionnel. J'avais pas demandé qu'il y ait une fanfare au démarrage et à l'arrivée. Bon, il y a eu, mais tout ça s'est fait naturellement. Euh, j'ai fait chier personne en fait, tu vois. Et, et ça, je trouve ça, pour moi aussi, je le mets un peu en, en priorité de vie, c'est être capable de faire ton truc sans que la Terre s'arrête de tourner pour Mmh. toi, quoi. Alors parfois c'est un peu le cas parce que tu lances des projets, tu vois, je peux pas dire que quand j'ai lancé ma boîte, j'ai pas perturbé mon équilibre familial, il a fallu que ma femme s'organise autour des nouvelles contraintes qu'imposait mon emploi du temps, euh, le changement tu vois, de vie financière, de rythme, de boulot et tout, tu vois, il y a plein de trucs qui ont changé, mais dans l'absolu, ce que je trouve cool, c'est quand des gars ordinaires, ils font des trucs extraordinaires, mais quand c'est des gars ordinaires, en fait, et quand ils le font avec leurs moyens, avec leur quotidien, sans faire l'impasse sur le reste. Euh, je trouve ça super cool de boucler un Ironman quand, quand t'as fait chier personne pour le faire, quoi, tu Mmh. vois. Mais quand tout le monde autour de toi doit s'arrêter de respirer pour que à 20h, il n'y ait plus de bruit, que tu manges le bon repas avec le bon milligramme de calories qui vont bien, que tu te lèves à 4 heures et que tu fais chez tout le monde pour aller courir ou t'entraîner ou machin. Tu vois, c'est bien, tu vois, mais à quel prix Mmh. pour être capable que tu réalises ton petit truc, tu vois. Donc voilà, après, ça c'est un peu bourrin, hein, mais dans l'ensemble, en tout cas, j'ai toujours essayé de faire ces projets-là sans changer la vie des gens. Et des gens autour de moi, de mes potes, de continuer de sortir, de boire des bières, boire des coups, être pas un gars qui soit dans sa bulle à faire son truc et pour dire je l'ai fait. Mmh. Donc, ce que je trouve que mon meilleur exploit, en gros, c'est d'avoir une vie normale et d'avoir réalisé ce truc-là. J'en suis super content. Donc, c'est vrai que dans cette aventure-là, comme un paquet de l'ADN d'Explorer d'aujourd'hui qui ressort. Et je me suis dit, pendant cette course, t'es un frappé, ça c'est le cas de le dire, mais que t'es vraiment frappé. Et d'ailleurs, mon père, en rigolant, me le disait souvent, tu vois. Il me disait, t'es frappé, mon grand, quoi. Euh, mais, mais, en, mais en gros, c'est quand même intéressant de savoir que tu as cette Ouais. possibilité-là dans la vie de, de faire ce que tu dis que tu vas faire et de te donner les moyens. Après, le prix à payer
En l'occurrence, c'est parfois un peu cher et là, j'ai quand même dégusté, quoi. Et juste pour Mais savoir, ça a été quoi le chrono final? Et la distance peut-être et le dénivelé si tu as encore ça en tête? ouais, il faut que je dois avoir des j'ai gratté ça sur Facebook là sur à l'époque, mais ouais, il faut que je le fasse cet effort-là. On me l'a demandé plein de fois, je vais aller ressortir ça. Il y avait 1150, je crois que c'était 1152 kilomètres. Le dénivelé, je sais pas, mais on a traversé les Alpes, parce on a gentiment fait, l'île Nice, en passant par Bourg-en-Bresse, donc tu vois, Waouh! on a et Gap, Ouais, et donc on avait en gros fait vraiment, toute la diagonale des Alpes. Je saurais pas trop dire, mais faudrait que j'aille re-regarder. ouais. J'avais tout ça dans une Garmin. Tu vois, étonnamment, je suis passé un peu d'un défi à l'autre et puis je me suis pas trop attardé Ouais. sur celui-là, mais maintenant qu'on me le demande, faut que j'aille quand même Bah, un c'est peu vrai que c'est déterrer ce que pas j'ai comme fait. c'est pas, tu vois, c'est pas un Ironman. Un Ironman, bon, c'est pas que tout le monde connaît les distances ou les chronos, approximatifs, mais ça commence à devenir assez voilà, en termes de référence, si tu veux, les gens arrivent à situer un petit peu. Mais quand tu me dis, voilà: «J'ai traversé la France, en courant», j'ai aucune idée de enfin, voilà, tu dis à peu près 15 jours, mais j'ai ouais, Ouais, je faisais à peu près 90 bornes par jour, tu 90 vois? bornes. Je courais entre 7 et 12 heures par jour. Roh Donc du coup, c'était un délire absolu. Je me souviens encore, j'ai démarré de Lille, le 7 septembre 2011. Donc tu vois, ça date un peu. Et en fait, je fais cette première étape de 82 ou 86 bornes. Il y a plein de gens qui courent avec moi. Bon, au début, il y avait beaucoup de personnes, puis au bout de 20-30 bornes, il y a moins de personnes. Au bout de 40, ils sont plus que 5. Et puis au bout de 60, tu as juste un perdu. Tu dis: «Ah salut, tu t'appelles comment?» Et le gars, il est avec toi jusqu'aux 80 ou pas. Et puis après, le lendemain, en revanche, le lendemain matin, t'es tout seul, quoi. Ou alors c'est balle neuve, c'est des nouveaux mecs qui sont venus, qui courent le deuxième jour. Mais le truc, c'est que je me réveille le lendemain matin et puis, euh, et puis en fait, franchement, j'arrive presque plus à marcher, quoi. En fait, j'avais une espèce de début d'inflammation direct du tendon d'Achille, j'arrivais presque plus à marcher. Je boitais le jambe gauche. Donc je me dis, attends, c'est une blague, quoi. Ça va être très très long cette affaire. Puis il y avait pas mal de sponsors que je devais rembourser si je faisais pas au moins 4 jours. Parce qu'ils considéraient que, bon, 4 jours, il y avait eu la visibilité qui allait, mais si j'abandonnais trop vite, il fallait que je les rembourse. Donc, tu vois, ça, déjà, ça faisait un peu chier. Et moi, enfin, j'avais pas des gros sous, mais je pense que j'allais avoir 14 000 euros, un ouais, truc comme quand ça. même. Mais quand même, quoi, tu vois. Bon, évidemment, je pouvais pas les rembourser, donc. Et, euh, et c'est vrai que ce deuxième jour, en fait, direct, jour 2, début du jour 2, tu vois, j'avais les larmes, quoi. Je me dis, tu sais, ça commence à monter, et puis c'était un peu la pression qui s'échappait de ce projet-là que j'avais monté en bourrin, comme en sprint, quoi. Grosso modo, j'avais monté le truc en 50 jours. Entre l'idée et la ligne de départ, j'avais peut-être 50 jours, le temps de. Enfin, tu vois, tout était allé très vite, quoi. Et en fait, en J2, j'avais tellement mal, et je me dis, en fait, je peux plus poser le pied par terre. Et là, j'ai 91 bornes à faire, et après, 13 jours de plus, quoi. Et je me disais, ok, donc là, je vais aller chercher des trucs que j'ai jamais vu que j'ai jamais découvert avec mon corps. Je vais avoir une relation un peu différente avec mon corps, avec les gens qui sont autour de moi. Je vais devenir un peu quelqu'un de différent parce que j'ai jamais été dans cet état-là, en fait. Ce qui va se passer va être un peu hors du temps, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas essayé de me dire, mince, je suis différent de d'habitude, mais normalement, j'ai pas autant mal, tu vois. Je me suis dit, je rentre dans une ère que je ne connais pas, où mon corps, en fait, va m'envoyer des signaux que je devrais peut-être traiter de manière un peu différente que d'habitude, parce que là, c'est un moment un peu hors du temps, je retrouverai peut-être pas dans ma vie. Et donc, j'ai eu un espèce de rapport un peu différent à la douleur. Et je pour moi, c'est une espèce de transe, en fait, une espèce de transe que j'avais où, en fait, je souffrais, mais j'avais une espèce d'excitation de cette souffrance parce que je savais que j'étais en train de réaliser quelque chose qui me dépassait, et je me dis: «De toute manière, je sais que c'est à ce prix-là». Et donc j'étais d j'avais tu vois, j'avais hyper mal, et en même temps, j'arrivais à pas m'arrêter, et mon corps commençait, en fait, minute après minute, à s'habituer à cette douleur. Et je me suis rendu compte, en fait, que le corps a, du coup, une résilience de malade, parce qu'en fait, le corps
s'habitue en fait à Mmh. tous les traitements que la vie nous inflige. Moi, ça a été la course à pied, puis il y a d'autres gens, c'est des pénibilités au travail tous les jours, quoi. Il y en a pour qui ça s'arrête pas, quoi, que c'est pas qu'un jour et le corps, il s'habitue. Un jour, il lâche peut-être, mais il tient longtemps, tant que le mental peut le faire tenir. Et donc en fait, ça a été pour moi, dès ce deuxième jour, je savais qu'en fait j'irais au bout et qu'il fallait juste que que j'ai un autre regard sur ce que j'étais en train de vivre. Et, et que si je commençais à me plaindre, ça allait plus marcher. C'était le début de la fin. Si je commençais à comparer ce que j'avais vécu, ça n'allait plus marcher. Si je commençais à enlever l'énergie positive des gens qui étaient autour de moi et qui me nourrissaient, ça allait pas marcher. Et si j'essayais et si je laissais la peur de pas y arriver m'envahir, ça n'allait pas marcher. Et à partir du moment où je suis rentré un peu dans cette nouvelle réalité, et ben, j'étais capable finalement tu vois, de mettre un pied devant l'autre, de pas Mmh. m'arrêter. Et du coup, parfois, j'avais besoin tu vois, de libérer mon corps de cette douleur que j'étais en train d'encaisser jour après jour, en fait, et qui parfois durait, mais tu vois, durait pas. C'est pas genre t'as le mur du 30e et après t'as encore 1 heure et demie où tu vas déguster pour finir ton marathon et puis poster ta photo sur Facebook, tu vois. Moi, j'ai eu en fait cette douleur-là. Parfois, je l'avais pendant 12 heures, quoi, pendant 5 jours d'affilée, quoi. Ça s'arrêtait jamais, en fait. J'avais envie d'hurler. C'était une douleur j'avais l'impression d'avoir la cheville cassée, quoi. En gros, ça a été, il y avait des moments où je me disais, mais c'est insupportable, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu t'es dit une fois c'est insupportable, bah, quand ça va un peu mieux, bah, ça devient insupportable, Mmh. en fait. Et du coup, tu cours avec ça et t'as mal, bah, ouais, et tu commences à t'habituer, puis finalement, ton corps, hyper vite, s'habitue. Et ça, c'est un truc de malade, c'est-à-dire qu'à la fin de la première semaine, hem, là où c'était le plus douloureux, c'était au bout de 4 5 jours, j'avais perdu 11 kilos. Je suis parti, je faisais 75, et du coup, j'avais droppé à 64 kilos. Et le médecin m'avait dit: «À plus de 12 kilos, on arrête. Si tu perds 12 kilos, c'est fini, quoi. Donc c'est trop dangereux». Et du coup, à partir de, je sais pas, quand j'ai vu que j'avais perdu 11 kilos, ce mardi, je m'étais dit, bah, ce lundi, je m'étais dit, bah, du coup, si ce soir tu as encore perdu 1 kilo, c'est fini, quoi. Donc en même temps, tu vois, j'ai bien mangé et puis j'ai vécu cette journée presque comme peut-être la dernière. Et puis j'étais en pleine forme et mon corps a commencé à se regaillardir. Et après, j'ai repris du poids, puis j'ai fini l'aventure à moins 7 kilos, donc j'ai repris quasiment 4 Ah kilos ouais, sur la deuxième c'est semaine. hallucinant ça. Et ouais, ouais, et finalement, plus enfin, au cours de cette deuxième semaine, je me sentais de mieux en mieux. Et en fait, je pense que si ça avait été un aller-retour, je serais allé plus vite sur la deuxième moitié. Si j'avais fait, tu vois, la France en courant, Lille-Nice, Nice-Lille, je pense que le Nice-Lille au retour, ça aurait été encore mieux. Parce que le corps, en fait, s'habitue à l'effort, et je commençais À rentrer dans le rythme mon quelque corps part. était prêt, Ouais, ouais, à rentrer dans un rythme, j'ai l'impression que ça pouvait pas s'arrêter, quoi. waouh. Donc, en fait, ça a été vraiment 15 jours assez hors du temps où du coup, tu relativises toute ta vie parce que, pas parce que ce que tu fais est exceptionnel, tu vois. Il y en a qui font des trucs sportivement ou même dans tous les sens qui sont bien plus fous, mais parce qu'en fait, ce niveau de douleur que tu atteins te fait relativiser tout ce que tu connais, quoi. Et Mmh. quand tu es dans une douleur ultime, tes pensées ne peuvent aller qu'à l'essentiel. Et c'est la pyramide de Maslow, hein, tu vois. Il faut bien Mmh. démarrer par bouffer, quoi, et ne pas souffrir. Enfin, ne pas être en danger physique, puis se nourrir. Et du coup, j'étais clairement sur ce premier pilier, sur cette première marche de la pyramide pendant 15 jours, et j'ai pas vraiment été capable d'aller sur les autres. Mais en tout cas, ce retour-là m'a 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 donné en fait une espèce de confiance dans ce que je pouvais faire avec mon mental, de confiance dans mon corps aussi d'une certaine manière, euh, et en se disant, tu vois, en fin septembre 2011, je me suis dit, ce que tu veux faire, tu vas le faire, et ton corps sera au service de ça, quel que soit ton défi. Et à ce jour, je ne connais pas de limite à ta capacité mentale à réaliser les choses. Tu vois. En gros, c'est un peu bourrin, hein, mais voilà ce que je me suis dit. Donc cette traversée de la France en courant, pour moi, le plus important, c'est ces trois choses-là. Parce que je me suis dit, bah, tu peux tout faire. Peut-être que tu vas te foirer, tu vois,
Tu vas pas tout Mmh. réussir. Tu vas tout faire, tu vas tout essayer. Puis après, il faudra bien avoir d'autres formes d'intelligence et d'expérience pour se relever et pour apprendre de tes erreurs, de tes conneries, et cetera. C'était pas genre tu vas avoir une vie, rose, tu vas tout réussir, yallah. C'était en tout cas, tu essaieras tout ce que tu as dit que tu essaierais et tu donneras les moyens de. Et en fait, cette confiance-là, dès que ça va mal, tu vois, dès qu'il y a quoi que ce soit qui déraille, bah, j'ai un espèce de socle en titane qui fait que je vais pas plus bas que le fond, quoi. Et ça, je crois que quatrième tips, bah, en fait, pour moi, ça a été la traversée de la France. Pour d'autres gens, ça peut être plein de trucs, tu vois. Mais pour moi, ça s'est construit en une expérience forte. Après, sur laquelle j'ai ajouté, tu vois, d'autres briques. J'ai fait des Ironman, des machins et tout. Mais jamais j'ai effleuré la puissance que j'ai vécu dans cette traversée de la France en courant. J'ai même après fait la traversée d'Atacama, du désert d'Atacama au Chili en courant en une semaine, c'est 250 km. Ça, je l'ai fait en 2018. Euh, mais du coup, pareil, je suis glissé sur les sensations de ligne Nice de l'époque, mais pas de manière aussi intense. Mais je pense que les gens euh, ont quand même, tu vois, on peut se construire ce socle en titane qui t'aide une aide pour toute la vie, mais il faut quand même se confronter il faut connaître ses limites et il faut s'y confronter quand même un peu. Mmh. C'est donc cette notion, J'ai tu l'impression, me disais que c'était la important façon pour dont toi, on parle et le dépassement de soi. Oui. l'intensité qu'il y a derrière cette expérience, j'ai l'impression que tu nous parles d'un rite de passage, en fait. C'est marrant, mais c'est vraiment ça, Mmh. tu vois? C'est ça que j'ai en tête depuis tout à l'heure, c'est, voilà, il y a eu un avant, un après très clair, et tu viens de le dire, voilà, pour toi, c'était une expérience intense de 15 jours, mais c'est voilà, les formats peuvent varier, mais j'ai vraiment l'impression d'entendre, voilà, il y a eu le Stan, qui se construisait et puis, voilà, le Stan avec son socle, en titane, après ces 15 jours, quoi. C'est marrant. Ouais, non, en fait, tu as raison parce que du coup, tu vois, ça a Ouais. débloqué, des choses, que je refoulais. Déjà, c'est des moments qui te font réfléchir à ton histoire personnelle. Bon, la mienne n'est pas particulièrement compliquée, elle est même plutôt simple, mais je pense que pour certains qui ont pas eu, tu vois, l'amour de parents, de fratrie, de copains et un cercle, heu, d'éducation, privilégié dans lequel ils ont pu grandir, tu vois, un peu protégés du monde, bah, forcément, ça te fait les moments de difficulté te rappellent à tes propres difficultés Ouais. vécues. Du coup, ça fait quand même du bien de faire ressortir ça pour être capable de le traiter, tu vois? On traite, on construit rien sur des difficultés refoulées. Donc ça, je pense que ça a cette vertu-là, de le faire dans un effort physique dur. Ça, c'est ma conception, tu vois? C'est comme ça que ça fait émerger les choses en moi, mais il y en a d'autres chez qui, comme tu le dis, ce rite de passage, c'est finalement une transe qui est plus Mmh. psychologique, qu'on peut avoir avec d'autres expériences. Chez Explora, on a du coup, j'ai probablement un faible pour les recrutements de ces personnes avec des aspérités et qui ont des expériences de vie fortes et parfois lourdes. Et du coup, on a chez nous quelques perchés de l'ayahuasca ou autres qui ont vécu des expériences qui les ont aussi transcendées et qui ont des apprentissages qui sont extrêmement sensés, pragmatiques, clairs de ces expériences qui sont parfois un peu folkloriques, tu vois. Donc en gros, l'idée n'est pas d'être dans le fantasme, c'est quand même d'analyser un peu ce qui t'est arrivé et ce que ça t'a apporté. Et chez moi, cette expérience de, cette expérience de douleur en fait physique, elle m'a débloqué des choses que je refoulais, comme l'accès à mes émotions. Tu vois, moi je suis assez pudique, peut-être un peu fier en fait, mais c'est une espèce tu vois, de défense aussi à tout le bruit environnant pour être sûr de garder le cap. Mais pendant la France, tu vois, la traversée de la France, tu vois, j'ai pleuré, quoi. J'ai beaucoup pleuré. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai pleuré devant des gens que je connaissais pas. J'ai pleuré avec des gens qui m'accompagnaient en vélo, qui couraient un morceau avec moi, que je connaissais plus ou moins, d'amis, des partenaires, des gars des boîtes qui m'avaient financé, tu vois. Enfin, tu as des gens tu vois, je te dis pas que c'était des inconnus, mais pas des gens de qui j'étais Ouais. proche. Et en fait, j'étais dans un échange tellement céleste pour moi, tu vois, complètement au perché, que j'avais un accès direct à mes émotions et puis je pouvais plus les cacher, quoi. Et donc cet accès-là, il m'a fait du bien parce qu'en gros, ça m'a permis dans les années d'après bah, tu vois, de pas être un personnage, quoi, de moi-même. Mmh. Tu vois, d'être moi-même, quoi. Et de savoir que moi, je suis un gars qui aime bien pleurer, parce que ça me rappelle en gros que je suis faillible, tu vois, et ou que je suis faillible, ou en tout cas qu'il y a des choses qui m'atteignent, fortement. Et,
Et ça, je pense que c'est vachement important. Un truc un peu con, mais moi, enfin, tu vois, pleurer, ça me fait vachement de bien. C'est hyper bizarre, mais parce que je trouve qu'autour de la virilité, il y a quand même un sujet autour d'avoir l'accès à ses émotions qui est pas forcément vu comme viril, et je pense que c'est une super connerie. Moi, je prends plaisir à assez régulièrement me faire pleurer ou me forcer un peu l'accès à ces émotions-là, parce que ça fait vachement de bien. Et qu'en pleurant sur quelque chose, eh ben, on va se libérer d'autres difficultés, tu vois, qu'on aurait pu avoir dans le quotidien et sur lesquelles on n'aurait pas, on se serait retenu d'y projeter des émotions. Et donc, moi, tu vois, je regarde des vidéos à la con sur YouTube, des trucs Most Emotional Auditions ou des trucs de X Factor et des conneries, tu vois, des trucs qui te prennent quand même aux tripes, qui sont bien foutus, c'est tourné à l'américaine. Et en fait, moi, ce qui m'émeut, c'est ces secondes où des gens ordinaires deviennent un peu extraordinaires. Où dans leurs yeux, ils réalisent que leur vie va changer. Parce qu'ils ont gagné ce truc, qu'ils ont gagné des millions, machin, et c'est des gars qui sont paumés et qui ont juste ce talent-là et tout. Et ça, là, cette puissance de vie qui change, elle me fait vraiment frissonner. Jusqu'à me faire pleurer parfois. Et donc, je le fais régulièrement, en fait, pour me rapprocher de mes émotions. Et ça, c'est ce que m'a permis, probablement, la course et cette épreuve, ce rite de passage, comme tu dis. Donc, très clairement, rite de passage, tu as raison, et j'ajouterais autre chose, c'est que avant de traverser la France en courant pendant plusieurs mois, quasiment, enfin plus d'un an, je pense, je rentrais de Saint-Germain-en-Laye, de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à Place Iéna en courant le soir, quand je bossais à Paris. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et j'avais 22 bornes, tu vois, donc je faisais tous les jours un semi-marathon. Donc déjà, tu vois, Mmh. physiquement, ton corps, il s'entraîne un peu au bazar, quoi. Euh, et en fait, pour moi, ce rite de passage, il a déjà été un petit peu pendant ces entraînements besogneux. Tu vois, on parle souvent du moment de la compétition, du moment où il y a tous les projecteurs, machin, illustres, mais quand même l'exploit ou le record se fait un peu avant chaque jour, Ouais. quoi. Et quand t'es entre Levallois-Perret et je sais pas quoi, entre les buildings, dans les barres d'immeubles, qu'il est 22 heures, et t'es avec ta frontale Quechua qui clignote à moitié, et que t'es en pleine galère en mois de novembre, t'es tout seul avec tout seul, avec toi-même, et que t'es en bord de route, bah tu te dis pas que ta vie elle est waouh, quoi. Tu te dis putain, bah là je suis vraiment en pleine galère, quoi. J'ai encore 13 bornes, on est un mardi soir, mais mec, qu'est-ce que tu fais, quoi. euh, et du coup, quand même, ces moments-là, c'est des moments où tu te crées un peu des trajectoires de vie qui sont pas ordinaires. C'est pas un exploit de faire ça, en fait. Mais c'est juste que toi, ce soir-là, tu fais un truc différent, Mmh. quoi. Toi, ta vie, elle est en diagonale ce soir-là par rapport à la ligne un peu classique des gens qui sont autour de toi et de tes collègues, par exemple. Et cette vie de diagonale, elle t'apprend que finalement, aller dans le tout droit ou dans le tout tracé, bah, tu vois, tout le monde y va, quoi. Donc ce chemin, il apporte pas d'embûches, donc pas d'aspérité, donc pas d'apprentissage. Donc s'exercer, et c'est peut-être un cinquième apprentissage, décidément. J'avais pas particulièrement prévu de distribuer les apprentissages, mais euh, prendre la tangente, prendre la diagonale, plus que fuir, hein, prendre la tangente, un peu double sens, mais fuir, enfin, pardon, ne pas fuir, mais prendre la diagonale, Ouais. prendre des trajectoires un peu différentes. Euh, et ça, tu vois, tu te construis un peu une vie, un destin un peu différent. C'est sur des toutes petites Mmh. choses, en fait, parce que quand va falloir prendre les grandes décisions, si t'avais aucun antécédent dans ton subconscient d'être humain, tu vas pas pouvoir passer le cap, quoi. Mmh. Quand tu as empilé des choses différentes, le jour où tu as un truc un peu fat, tu fais ouais, j'y vais. Et ça se cultive un peu tous les jours, quoi. C'est un peu comme l'amour. Et du coup, tu te dis, bah, ce soir-là, et ça c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que j'étais allé chercher qu'est-ce qui me faisait le plus marrer à 22 ans, c'était un vendredi soir, aller dans une teuf avec des potes, enquiller des bières dans l'appart d'un pote à Paris, quoi. Tu vois, il y a 30 000 personnes, tu connais ces soirées-là, c'est charmé, tu rencontres plein de gens, c'est génial, t'as une semaine lourde, t'évacues, top, quoi. Et bah, je me disais, ouais, je vais y aller à cette soirée, mais d'abord, je vais faire un marathon. Et du coup, 20 heures début de la soirée, je mettais mes baskets, j'arrivais à 1 heure du mat, j'avais couru 40 bornes. Et je la méritais cette soirée, elle m'avait fait du bien. Dis donc, t'étais où? Ouais, rien, je voyais un pote et tout, machin.
et je me dis, bah, pendant toute cette soirée, je veux que personne sache que j'ai couru un marathon. Je veux avoir l'air en pleine forme. Je veux m'amuser avec tout le monde et tout. Et ça, c'était devenu mon jeu. Donc en fait, en gros, j'enquillais des marathons tout le temps. Et dès qu'il y avait des soirées, me faisais un marathon d'abord pour mériter un peu la soirée, tout ça. Mais je trouvais ça, en fait, ça m'a construit dans ma tête un trajectoire d'un gars un peu différent, et en plus, je commençais à enquiller pas mal le savoir-faire en course à pied du coup, parce Ouais, que je top. faisais beaucoup de bornes. Et voilà, bref, tout ça, je vais d'histoire en histoire, mais tout ça pour montrer que souvent, tu vois, on parle de destin un peu, de destin, de trajectoire un peu hors du commun, mais en fait, le plus important, c'est comment tu y arrives. Et tu n'y arrives pas avec des grands coups de barre, en fait. Tu y arrives avec une capacité à mettre des mini coups de barre, et à apprendre, à comprendre ce que ça t'apporte de positif, de moins positif, peser le pour et le contre, et à continuer à tester comme ça, jusqu'au jour où tu peux prendre les plus grandes décisions et tu le fais sereinement, où tu quittes un salaire à 400 000 balles pour lancer une boîte où tu gagnes zéro. Et ça, c'est du coup la décision que j'ai prise quand j'ai lancé Explora. Et je l'ai faite, je l'ai pas prise, tu vois, inquiet, quoi, du tout. Mmh. J'ai super confiant. Et donc, quand on me dit, oh là là, c'est le grand bain, c'est le grand plongeon, c'est le machin, franchement, bah non. Parce que ce moment-là, ça fait longtemps que je l'ai préparé avec des petits plongeons, quoi. Donc, Mmh. il n'y a pas eu de grand bain, il y a juste eu un bain un peu plus grand que le précédent, quoi. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Ça me fait, je suis en train de lire un livre, d'ailleurs c'est tu vois, les coïncidences, ça tombe bien, justement sur ça, le fait que c'est pas forcément, comment dire? Bien souvent, tu vois, on voit le résultat. C'est-à-dire que c'est très facile de voir la Mm. partie de l'iceberg, qui sort de l'eau. C'est la seule chose qui est visible, tu vois? Voilà, un gars qui vient de finir un Ironman, toi qui franchis la ligne d'arrivée en traversant, après avoir traversé la France en courant. Le résultat, c'est là que tu as tous les yeux qui sont sur toi et que tu es sous les projecteurs. Mais effectivement, comme tu dis, quand tu es en train de cavaler à 22 h, en revenant du taf en plein mois de novembre sous la pluie, bah, il y a personne, à côté de toi, et c'est bien certainement, c'est la somme de toutes ces actions, tous ces moments cachés, qui fait que tu arrives à, bah, peut-être à te tenir à une de ces diagonales dont tu parles. Et ce livre, ça s'appelle Atomic Habits, s'il y en a qui veulent les regarder. Je sais pas s'il existe en français. Mais voilà, c'est un petit peu le concept de dire que c'est pas forcément l'objectif qui fait la différence, mais c'est le process que tu arrives à mettre en place et auquel tu arrives à te tenir qui fait souvent la différence. Super intéressant. Ouais, mais je regarderai ce Et bouquin. c'est un petit peu d'ailleurs, tu vois ce que tu dis sur le fait que ça a pas été, enfin, tu pas le sentiment que ça a été un grand plongeon dans le vide, sans fil de sécurité ni rien au moment où tu as lancé Explora, mais plus le fruit d'une, bah, voilà, de plusieurs années, d'événements, d'expériences que tu as vécues. C'est aussi ce que disait Anthony, donc c'est marrant de voir que, ouais, il y a dans cette génération de jeunes entrepreneurs français, il y a ça qui ressort, j'ai l'impression. Heu, Ouais, en fait, tu vois, c'est un peu comme c'est un peu comme en fait, c'est une manière de canaliser, tu vois, le projet entrepreneurial la force et la puissance qu'on y met. C'est comme si tu canalisais un peu en une source d'énergie unique, tous les coups que tu as pu prendre ou ouais. toutes les expériences que tu as pu vivre avant, tu vois. Si jamais tout roule pour toi, tu veux lancer une boîte, machin, euh, sortie d'école, ok, c'est top, et on te dit, bah, tu veux faire quoi? Bah, je lance ça parce que je pense que c'est une bonne idée, etc. Bah, ça va, tu vois, ça va sûrement marcher, quoi. Ça va peut-être marcher, ça va probablement marcher. Mais jamais tu seras persuadé que si c'est la merde absolue et si Ouais. c'est dur, bah, tu vas tenir la barre, en fait. Tu diras, bah, on verra bien, tu vois, je sais pas, j'ai jamais vécu ça. Je ne sais pas. Sauf que, je sais pas si Anthony a lancé sa boîte, enfin, au bout de combien de temps il a lancé Feed après ses études et tout, mais tu vois, c'est un gars qui a une histoire particulière, personnelle particulière, et tu vois, il va chercher dans sa vie à lui la force de rien lâcher, tu vois. Euh, et, et ça, je pense que cette énergie, cette puissance, soit tu l'as avec ton histoire compliquée. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis allé me créer Mmh. ces aspérités-là Mmh. dans une vie qui, à la base, tu vois, avait tout pour être lisse, quoi. J'étais scout enfant de cœur. Euh, bon,
Tu vois, j'étais en tête de classe, tu vois, je mettais des lucarnes et je résolvais des équations. Tu vois, ma vie, elle aurait pu être assez basique si j'en avais décidé que c'était une trajectoire classique de jeune enfant qui privilégié, à qui on a tout donné pour que ça fonctionne euh, dans, dans, dans ses études. Mais donc à un moment, il faut, si tu veux que ta vie elle soit un peu extraordinaire, bah tu vois cette aspérité-là, Faut la il faut déclencher, aller ouais. la Ouais, chercher. ouais. Et après, il y a deux solutions, tu vois. Tu te dis, soit j'ai pas d'idée, et cette aspérité-là, je vais la chercher dans ce que beaucoup font, hein, dans des paradis artificiels, tu vois, dans des drogues, dans des conneries, dans des conduites, dans des états limites, dans des conduites à risque. Soit tu essaies de canaliser ça sur un truc constructif, dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, et au service des autres. Au service d'abord pour mieux te connaître. Une fois que tu te connais bien, tu pourras aider les autres. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est pas des projets. Tu vois, on parle souvent de l'entrepreneur comme étant un mec, tu vois, tu as fait ça pour toi, ta gloire, ton pognon, ton truc et tout. En fait, il y a quand même une phase assez égoïste où en fait tu poursuis un but ultime, un but personnel ultime, et parce que tu es à peu près convaincu que tu dois aller chercher d'abord dans cette direction-là pour avoir la confiance, l'assise financière, la sécurité, pour être capable de construire autour de toi et de t'ouvrir et d'aider les autres. Et ça doit se faire dans ce temps-là. Et c'est aussi, je crois, l'histoire d'Anthony, qui maintenant, mais avec feedback notamment, Ouais. pas mal au service des communautés. Et nous, ce qu'on fait avec Explora Care, dans une certaine mesure aussi, association du coup d'utilité publique qu'on crée pour euh, pour aller lutter contre les, tu vois, un peu le Sea Shepherd du surtourisme, pour aller lutter contre enfin, trouver des solutions concrètes aux défis environnementaux actuels. Du coup, bah c'est le moment de donner, quoi. Quand tu as Ouais. confiance en toi, quand tu as fait des trucs, c'est le moment de donner. Super, bah, écoute, on a bien balayé, on va dire tout ce qu'il y a eu, avant Explora. Moi, j'ai entendu plein de messages, dans ce que tu as découvert à travers ta pratique, de la course à pied notamment, que j'ai l'impression de retrouver dans la com d'Explora Project aujourd'hui. Donc je pense que les gens ont bien compris maintenant qu'on parle d'Explora Project, mais assez étonnamment d'ailleurs, ça s'est fait par hasard, hein, pour les auditeurs, il y a rien eu d'organisé, mais je crois, Stan, que tu es le bon, alors déjà, bon, tu es CEO fondateur d'Explora Project, donc on peut pas faire mieux, mais je crois qu'on a déjà eu 4 ou 5, sans que je le sache, ambassadeurs, ou guides, Explora Project, sur le podcast, dont, Pierre Larry et Ah, c'est vrai. Caroline Côté, et d'autres qui arrivent très bientôt, donc c'est marrant, mais J'étais sûr qu'ils étaient frappés, les mecs. et J'étais sûr. si on repart de peut-être de cette traversée de la France, tu vois, et qu'on fait un fast forward jusqu'à aujourd'hui, en quoi est-ce que ça a, contribué, tu vois, à façonner l'Explora Project, qui tu vois, qui existe aujourd'hui, et peut-être qu'est-ce que, ouais, comment est-ce que maintenant que tu peux regarder dans le rétroviseur, tu vois, comment est-ce que tu arrives à, connect the dots, comme on dit, Ouais. pour voir un petit peu ce qui a pu influencer cette stratégie, cette diagonale dont tu parlais? Bah, non, c'est une bonne question. Du coup, tu vois, Explora aujourd'hui, et toutes les boîtes, hein, on peut les définir avec 3-4 piliers importants. Tu as d'abord les valeurs de la boîte. Qu'est-ce que la boîte veut porter haut, et qu'est-ce qu'elle veut montrer et offrir au monde, quoi. Bah ça, clairement, c'est directement lié à mes histoires personnelles qu'on a évoquées, à mon expérience. Donc ça va être le courage, le collectif, le dépassement de soi, Ouais. euh, l'aspect pionnier, faire des trucs que les autres font pas, ouvrir la voie, et le courage de prendre des baffes, quoi, parce que quand tu fais ça, quand tu t'exposes, du coup, bah ceux qui la doxa, quoi, ceux qui pensent la droite pensée du moment, bah du coup, pour eux, t'es un derailing man, quoi. Tu prends la tangente, donc t'es dangereux parce que tu les rappelles à ce qu'eux sont pas capables de faire, Mmh. parce que tu vas dans l'inconnu, parce que plein de choses. Donc du coup, faut apprendre à prendre des baffes. Ça, c'est les valeurs d'Explore. Ça, c'est mon histoire de trader où pendant 10 ans, j'ai pris des baffes tous les jours. Et pendant 9 ans ou 10 ans,
Tu te dis, bah, peut-être ce soir, je suis viré, tu vois. Parce que si ce marché ne se retourne pas, ce soir, je suis viré. J'ai perdu 24 millions de dollars, ce soir, je suis viré. Donc, il y a un moment où tu te dis, tu testes quand même pas mal ta propre conviction Mmh. que tu as sur les choses. Tu relativises le métier que tu as dans la vie. Évidemment que tu te dis que ton métier, c'est pas tout, si tu peux être viré tous les jours. Mais sinon, c'est un supplice. Donc, donc du coup, ta vie, c'est pas ton boulot. Ta vie, c'est ton boulot, plus ta famille, plus tes potes, plus tes projets. Et si t'as pas de ces 4 piliers-là, le tabouret se casse la gueule. Donc, ça, forcément, les valeurs, c'est inhérent à Explora. Les valeurs d'aujourd'hui, ce qu'on rappelle à chaque fois que quelqu'un rentre dans la boîte, ce qu'on rappelle à tous nos séminaires tout le temps, c'est ces valeurs-là. Après, Explora, c'est aussi un produit, tu vois, et une boîte, c'est aussi son produit. Produit, nous, Explora, on fait du voyage d'aventure durable. On offre à des gens ordinaires, qu'on est tous, de vivre des expériences extraordinaires en outdoor, de 2-3 jours jusqu'à 15 jours, 3 semaines, un peu partout en Europe, pour des raisons bien sûr, de vol long courrier évité pour les questions d'empreinte carbone. Et donc, on est dans 30 disciplines, on a une centaine de guides, on fait ça en groupe, des petits groupes de 4-5 jusqu'à max 10-12, en fonction des disciplines. Et on est dans 6 environnements, la haute mer, la haute montagne, les forêts et les vallées, l'eau vive, les terres polaires, les déserts, donc à peu près partout. Donc évidemment, on essaie de proposer des voyages qui sont uniques, qui sont différents, on les crée nous-mêmes, on revend les voyages de personnes, on est revendu par personne, enfin, on est complètement créateur. Entre le guide local et le client final, partout en Europe, il n'y a que nous. On n'est pas un marketplace, on n'est pas un revendeur. Tu peux nous appeler et dire j'ai pas compris ce projet-là, il se passe quoi le jour 2, bah, on va te le dire parce que c'est nous qui l'avons fait. Quoi. On va pas te, tu vois. Donc en gros, ça c'était important. Donc le produit, bah, l'exploration en tant que telle, bah, je l'ai vécu un peu dans mes courses parce que tu vois, j'étais dans la logistique, bah, je devais tracer ma carte, mon sac à dos, mon matos, Tudor roule, l'automédication, enfin tu vois, tout ce qui est logistique, organisation, planification, pricing de ces produits-là, bah, du coup, c'était un peu ma vie, quoi. Je passais ma vie à créer des aventures, à m'organiser mes trucs. Euh, et, et puis, donc les produits, c'est de là que c'est venu. Il m'a manqué quand même une brique, parce qu'entre une traversée en courant et une descente une traversée de l'Islande intégrale de la mer du Groenland à l'océan Atlantique, tu as quand même d'autres disciplines que la terre ferme. Tu as du glacier, tu as du rafting, de machin. Donc j'ai dû m'entourer très vite. C'est le premier recrutement que j'ai fait de guide d'aventure, une personne spécialisée qui m'a aidé sur la partie terrain, parce que ça, c'était le manquement que j'avais quand j'ai lancé la boîte. Et puis après, bah, le reste, si tu veux, c'est la connaissance des gens qui sont autour de toi, en fait. C'est qu'est-ce que les gens, à quels besoins est-ce que tu réponds. Ouais. Donc là, après, tu as tes valeurs, tu as ton produit, puis tu as ton besoin. Et quand tu connectes les trois et que tu trouves la source de financement qui va bien, tu lances ta boîte. J'ai su ce que les gens voulaient parce que, pareil, quand j'ai traversé la France en courant, il y a plein de gens qui, à l'époque, j'avais Facebook, j'avais pas d'autres réseaux. J'étais sur Facebook et donc les gens m'envoyaient des Facebook Messenger, machin. J'ai reçu vraiment mais énormément de messages. Et puis j'ai reçu des lettres aussi parce que j'avais sur mon site de l'époque, sur mon blog, j'avais une adresse postale. Et du coup, j'ai reçu, je sais pas, une trentaine de lettres, je crois, trentaine, quarantaine de lettres. Et puis, je sais pas, franchement, des centaines et des centaines de messages. Et du coup, j'ai dépioté tout ça pendant des mois et des mois. Puis j'ai gardé des correspondances avec beaucoup. Et pour savoir pourquoi ça les avait inspirés, qu'est-ce qui les avait inspirés, et surtout, mais tu vois, un peu innocemment, mais qu'est-ce qu'ils n'arrivaient pas à faire dans leur life pour que ça les inspire autant. Mmh. Tu vois, j'étais un peu basique, mais je disais, parce que maintenant j'ai du recul sur ce que j'ai vécu et je m'auto-inspire, je trouve ça super cool. Mais à l'époque, franchement, je trouvais pas que j'étais inspirant, enfin, je captais pas le délire. Mais je suis juste un peu fondu, tu vois, un peu frappé. Mais bon, j'avais pas vraiment de recul sur le mécanisme de décision que j'ai aujourd'hui. Et du coup, il me disait, bah, parce que tu t'es lancé dans un projet de vie, c'est cool. Et je disais, bah, ok, bah, c'est quoi toi ton truc? C'est très basiquement. Bah, moi, c'est de traverser l'Atlantique avec ma femme et mon fils. Une transat, c'est le rêve de ma life. Je serais heureux que si je fais ça. Ok, bah vas-y. Bah non, parce que quoi? Bah parce que j'ai pas l'argent. Ça coûte combien? Bah je sais pas en fait. Ah ok. Bah écoute, renvoie-moi un mail avec un budget. Déjà, ça me ferait plaisir. Et puis tant que tu vas pas envoyer ça, je te parle plus quoi. Ok. Et donc du coup, tu vois, en fait, en gros, un peu innocemment, un peu très pragmatiquement, un peu bourrinement, je suis allé confronter tous ces gens à ce qu'eux ne t'arrivaient pas à Ouais, faire. ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que en bout de ligne, bah, les gens, ils arrivaient un peu à le faire.
Ce gars-là, il a fait sa transat. Et au final, je me suis rendu compte que moi, j'avais servi à rien d'autre qu'à être un tuteur pour que lui grandisse, tu vois, pour que lui pousse. Et je me suis dit, en fait, il faut que je crée une boîte qui aide les gens à réaliser leurs rêves parce qu'ils ont tout en eux, ils n'y arrivent pas. En fait, ils n'y arrivent pas parce parce qu'ils se mettent des barrières qui sont complètement invisibles, que je ne sais pas si c'est la société qui nous met ces barrières-là, ou si c'est des barrières ou des craintes ancestrales, mais c'est la peur de ne pas avoir d'argent, tu vois. Il y a la peur de- il y a la peur de briser un équilibre, Mmh. alors que bah, tu vois, quand même, la seule manière, enfin, il y a un moment, la seule manière de progresser, c'est aussi en prenant une trajectoire que tu connais pas. Et puis ça veut dire parfois ça veut pas dire de tout briser, mais ça veut dire parfois des prises de risques, qui veulent dire parfois des fêlures. Et puis il faut être capable de sortir sa zone de confort, comme on dit souvent, pour vivre d'autres choses. Et puis je me suis rendu compte en fait que ce qu'il fallait, c'est une boîte qui aide les gens à réaliser le rêve d'une vie. Alors je me dis voilà. Et puis en posant la question à toutes ces personnes-là, et en le faisant valider par une junior entreprise sur un échantillon de 1000 personnes, je me suis rendu compte que tout le monde avait ces mêmes rêves, ce quatrième pied du tabouret, ce pied de projet. Bah, franchement, 71% de l'échantillon, c'était les mêmes choses, c'était des rêves d'exploration, de A à B, quoi. Donc, traverser de l'Himalaya, traverser de l'Atlantique, la Mongolie à cheval, l'Europe en stop, tu vois, alors motorisé parfois, mais c'était en gros explorer. Vivre dans l'espace, se sentir vivant en traversant l'espace, s'autoriser des grandes parenthèses de rêve, d'aventure, de dépassement de soi évidemment. Et je me suis dit, mais putain, mais en fait c'est du voyage d'aventure qu'ils veulent tous faire. C'est donc ça qui les rendrait heureux à la fin de leur vie s'ils faisaient ce grand et beau projet. Et bah, je vais leur filer le coup de pouce pour qu'ils y arrivent, quoi. Et donc voilà un peu le premier pitch Explora qui est né en 2012. Et puis de cette histoire personnelle, cette histoire personnelle, on dit souvent que des projets de start-up qui émergent, c'est quand l'histoire personnelle du founder percute un marché. Et cette histoire personnelle, cette envie que j'avais, c'est qu'Alpin gratté, ils ont percuté un marché à l'époque anglo-saxon, enfin beaucoup plus anglo-saxon que français, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, de l'adventure travel que les English, ils ont à fond, quoi, et dans les veines, et depuis longtemps, quoi. Mmh. Et des boîtes comme Explora au UK, il y en a pas mal. Pas tout environnement, pas la manière dont on fait, pas des intermédiaires machin, pas forcément green, mais sur certains aspects, franchement, ils ont des très belles réalisations. Et du coup, je m'étais dit, mais dans le marché français, il n'y a que quelques acteurs vieillissants, il y a vachement de choses à faire, en fait. Et les trois quarts des gens que j'ai autour de moi, ils partent pas avec des agences de voyage. Les agences de voyage, à proprement parler, c'est un truc de vieux. Enfin, il y a tout à réinventer, quoi. Du voyage en groupe, les gens se projettent que ça va être avec Jean-Michel qui ronfle et qui a 50 Ouais. ans, et jamais je veux partager une semaine de congé avec ce mec-là, tu vois. Et en gros, voilà, le franchouillard classique, on se dit, merde, non, je veux pas, quoi. Je veux pas. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, il faut moderniser le truc, il faut réinventer les produits, il faut être en transparent, direct, green, faut aller chercher tout ce que j'avais dans mon histoire et ce qui me semblait que le marché avait envie de voir. Et donc, tu vois, conjointement, quand on a lancé Explora en deuxième moitié 2018, quand on est arrivé au marché avec un site et tout, il y a une grosse année, bah, tout le monde dit, mais vous êtes allé super vite. Bah non, en fait, tu vois, ça fait 8 ans que je gratte des calepins Ouais. et ça fait 30 ans que ces valeurs-là, ce sont les miennes, quoi. Donc non, c'est pas allé super vite. Mais ça a pris le temps qu'il fallait pour que ça aille suffisamment vite pour pas rater le marché, quoi. Donc voilà un peu l'histoire. Waouh! Ça fait rêver. Et encore une fois, hein, même si, et c'est super qu'on puisse avoir ton témoignage, tu vois? Pour entendre aussi ce que j'ai l'impression qu'on entend moins souvent quand on parle d'entrepreneuriat, de succès en général ou en tout cas de grands projets qui aboutissent, c'est, le chemin qu'il y a derrière. Donc, voilà, Ouais. moi, ça me fait plaisir, tu vois, d'entendre que, tu es parfaitement conscient du fait que c'est pas arrivé comme ça, que enfin, c'est peut-être pas l'aboutissement parce que Explora, je vous souhaite que de nombreuses années de développement et d'aventure encore, mais en tout cas, le projet est né après, tu vois, un cheminement important, donc c'est cool d'entendre ça. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur, bah, Explora, c'est quoi actuellement? Vous avez combien de je crois que tu as dit une centaine de guides. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur les destinations pour entrer plus dans le détail, le nombre de clients ou si c'est pas confidentiel?
Non, 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 bah, non, je pense que tout est dans la transparence, tu vois, il y a rien à on a, ouais, près d'une centaine de guides, on en a à peu près 200 avec qui on discute, des projets, OK. en cours, mais qui sont pas encore aboutis, mais une centaine avec qui on a des experts en départ, live, et on a, commencé vraiment à commercialiser, je pense à peu près en mai 2019, tu vois? Ça fait 17-18 mois. Non, peut-être un petit peu après, peut-être ouais, mai-juin 2019. Mais vraiment, on avait très peu de voyages. On a vraiment démarré, le premier gros hiver, c'est 19-20. Donc vraiment, il y a une grosse année. Là, à date, on a eu près de 1500 clients sur, je pense, quasiment 350 à 400 expéditions dans 12 pays. Et on a une communauté aujourd'hui de membres sur la plateforme, qui est passée de mars, on avait 1500 membres. Aujourd'hui, ils sont 80 000. Donc Ah ouais. clairement, le confinement, tu vois, premier confinement, Mmh. ça a été un accélérateur. Tu vois, le confinement, ça a été, le catalyseur de vachement de questionnements. C'est un accélérateur de beaucoup de questionnements pour tout un chacun, et sur plusieurs choses en fait, et sur ce qui fait l'ADN d'Explora aujourd'hui, ce qu'il faisait déjà, et du coup, sur tu vois, la nécessité de se reconnecter à la nature, le besoin de se reconnecter à la nature après avoir des mois et des semaines à être confiné chez soi. D'une certaine manière, un autre regard sur l'importance du travail, parce qu'on était plus en télétravail, parce que du coup, avec le télétravail, on a désacralisé une certaine partie, une certaine portion de notre vie qu'on consacrait au travail. Et donc on a eu un autre regard sur les choses, on a eu un autre regard aussi sur la manière de consommer. Du coup, on a recherché le sens dans ce qu'on consommait. Donc c'était déjà le cas pour la bouffe depuis de nombreuses années, mais puis pour les vêtements. Et puis tu vois, c'est arrivé un peu plus tard, mais dans les services et dans le Ouais. voyage, dans le travel. Et dans, en fait, maintenant, tout ce qu'on consomme, en fait, on veut donner de l'argent à des marques qui ont une mission et qui ont un sens. C'est pour ça qu'on est devenu entreprise à mission, la première agence de voyage française à mission. Et du coup, notre mission est d'apporter, en gros, d'offrir une expérience de voyage qui a un impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc, ça veut dire beaucoup de boulot, en fait, en interne, et ça veut dire surtout beaucoup de travail dans la construction des expéditions, des programmes, dans la neutralité carbone, mais surtout proposer à la base des voyages qui soient les plus bas du marché français en consommation carbone par participant. Donc ça, c'est super important. Dire aujourd'hui, on peut faire du voyage et consommer moins de carbone qu'en restant chez soi. Ça, c'est ce qu'on fait avec Explora. Et ça, je crois que c'est important à dire. C'est que le travel et le tourisme n'est pas forcément consommateur de carbone. Il faut faire attention, hein, en disant ça, parce que majoritairement, ça l'est. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher parfois de la neutralité. Mais en tout cas, on s'est vachement battu là-dessus. Donc, clairement, ouais, être capable d'offrir, être capable de s'engager, et puis d'avoir une mission, ça faisait partie des briques importantes du Ouais. projet. Donc ce confinement, ça a apporté ça, et puis après, ouais, l'idée de dépassement de soi, tu vois, l'idée de, je caricature, mais en gros, c'est, on est en mode fin du monde, bah, avec un air de fin du monde, tu vois, un peu post-apocalyptique. C'est du coup, bah, c'est des moments où tu te retournes, des moments forcés où tu te retournes sur ce que tu as fait, et sur ce que sur ta wish list de vie ou ta bucket list ou que sais-je. Du coup, forcément, c'est des moments qui sont assez propices à la remise en question, et je pense que nos produits, on a près plus d'une centaine d'expéditions en ligne sur la plateforme. On peut faire la traversée de la Laponie en ski avec des ailes de kite pendant 10 jours dans le Sarek suédois. Expé que j'ai fait en mars 2019, c'était vraiment une tuerie. Il y a un film sur YouTube qui s'appelle Éléments, de 12 minutes, si ça vous intéresse, qui est vraiment très cool, qui montre, qui montre cette expé-là. OK. Ça peut être tu vois, la transmed à la voile, ça peut être juste mon premier quart de nuit pour la première fois tenir une barre de nuit tout seul sur un habitable avec des mecs qui dorment à l'intérieur, tu vois, juste 3 jours au départ de Marseille, mais ça, mec, ça change ta vie, quoi. T'es à la barre d'un bateau avec tes potes qui sont à l'intérieur, qui ronflent. Pendant 3 heures, on t'a appris à comment gérer le truc, et c'est toi qui tiens ta barre. T'es en quart de 3 heures à 7 heures du mat. Mais ça, tu l'oublies jamais. En fait, tu l'oublies jamais. C'est une connerie, tu vois. Ça te coûte 400 balles, mais je te le dis, ça change ta vie. Moi, j'en suis certain, en fait. Et en fait, l'idée était de dire, bah, comment ces expériences-là, elles font que quand tu rentres, t'es pas le même mec, quoi. Au début, j'avais cette promesse un peu forte qu'on tient pas forcément, mais je disais, moi,
parce que ça a été mon histoire personnelle, quand j'ai été, enfin, quand une expérience m'a bouleversé, bah, ça m'a bouleversé jusqu'en venir aux larmes. Du coup, j'allais chercher une espèce d'émotion chez les gens en disant, bah, si j'ai bien fait mon boulot, ça va tellement les bousculer qu'ils vont en pleurer, quoi. Donc au début, dans les premiers temps, je m'amusais à voir qui pleurait au retour de nos expéditions, qui ça avait chamboulé, et tout, etc. Il y en avait pas mal, hein. J'avais une stat au bout d'un an sur les tout premiers départs, mais le niveau était quand même beaucoup plus engagés. Il y avait quasiment que des expés niveau 5 à l'époque. Aujourd'hui, on a 5 niveaux de 1 à 5, 1 étant le plus facile et 5 le plus difficile. Et du coup, je me disais, il y a 25% des gens qui ont pleuré au retour de mes expéditions. Les mecs qui m'ont dit que ça avait changé leur vie et tout. Et je trouvais ça super cool. Bon, Et après, vu la masse aujourd'hui, pas mal ça. c'est moins possible, mais voilà. Donc, en gros, tu vois, on a fait descendre la pyramide pour aller trouver un peu plus de marché. Mais, vers plus d'initiation, mais au début, enfin voilà, on a aujourd'hui aussi des gens qui sont moins dans le dépassement de soi physique, mais qui sont plus dans le dépassement de soi intérieur ou mental, et qui sont plus à aller rechercher des expériences plus qu'une souffrance. Et non, donc on s'est ajusté à chacun, et on a de la cuisine en remède naturel dans le massif des Bauges, du trek et yoga pendant 2 3 jours, comme on a de l'initiation au ski kite, comme on a de la spéléo, comme on a évidemment de l'itinérance en chien de traîneau à la manière des mushers norvégiens dans le Grand Nord, comme on a comme on va mettre en place de la plongée sous glace, comme on a en gros l'idée de dire voilà cette planète est pas si loin que ça en Europe, donc on s'est réduit au vol moyen courrier pour respecter du coup nos, nos, nos ambitions et nos objectifs écologiques qui sont ceux des accords de Paris, hein, donc de respecter la trajectoire qui nous a été fixée par les accords de Paris, tous collectivement, hein, mais nous on le prend pour notre part. Et du coup, on se dit, bah voilà, on peut vivre énormément de choses intensément, mais on a conscience que la vie des gens, bah, elle est compliquée parce qu'on a tous nos obligations, on a tous nos contraintes, Ouais. on a tous X jours de vacances, on n'a pas un budget infini. Donc, tu vois, l'idée était de dire, bah, la mission d'Explora, c'est vraiment de démocratiser l'accès à ces aventures-là. Donc, bah, il ne faut pas avoir à payer les intermédiaires inutiles. Donc, il faut faire tout soi-même, vendre et produire et créer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on désintermédie, qu'il n'y ait que nous. Il faut qu'on soit sur. Donc, du coup, tu vois, les prix les plus faibles. Nos premières expériences, ça commence à 200 €. Et nos expés ultimes, je crois que c'est 3 200 €, tu vois. Donc, on n'est pas sur du sur-mesure d'aventure avec des expés à 50 000, Ouais, quoi. ouais. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Moi, j'ai envie d'offrir cette expérience au plus grand nombre parce que tout le monde en fait mérite de les vivre parce que ça change ta vie en fait. Et si tu penses pas, mec, c'est normal, tu l'as pas encore vécu. Du coup, tu vois, il y a quelque chose euh, tu peux pas regretter quelque chose que t'as pas fait, c'est sûr, mais ça veut dire qu'au début, faut créer quand même une étincelle pour dire euh, ces expériences-là, elles sont là pour vous bouleverser, pour vous transformer, pour vous changer, étape par étape. Et du coup, faites-nous confiance parce que toute l'histoire de notre boîte, elle s'est construite avec des gens qui sont passés par ces rites de passage. J'aime bien ton image. Donc voilà, aujourd'hui, pour certains, c'est une agence de voyage. Et pour d'autres, c'est, comme on a parlé depuis 1 heure et quart, c'est beaucoup d'autres choses. Tu vois, comme quoi, toute la, la nuance Ouais. est dans les petites lignes. Si tu devais recommander une expédition, celle qui toi t'a vraiment marqué dans tout le catalogue que vous offrez, ce serait laquelle? Ouais, moi, c'est sans hésitation. Il y en a deux, tu vois, je triche un peu, mais il y en a deux. La première, c'est la traversée de la Laponie en ski Ouais. kite, une traversée du désert du Sarek en ski kite. C'est une folie, quoi. En fait, c'est la première fois que j'étais aussi loin de toute humanité dans un environnement aussi difficile et tout. Ça m'a mis vraiment une claque. Et c'était 10 jours, on était en itinérance, dormait dans la tente, il faisait -30 tous les jours. Et puis on avait des ailes de kite, et parfois on faisait 20, 30 bornes et tout, avec un vent de malade en kite. Folie, quoi. Folie, quoi. T'es sur un lac gelé en kite pendant des heures, quoi. Mais ça n'a pas de sens, quoi. Normalement, tu fais du kite pour faire des bords, quoi. Ou tu fais du kite pour faire 200 mètres dans un champ de poudreuse, quoi, tu vois. Mais à quelle heure tu fais des heures de kite sur un lac gelé
en vente d'eau à pleine bourre avec tous tes potes qui ont la banane, qui font des hihihi que t'entends au loin. Mais c'est un truc de folie, franchement, j'oublierai jamais ça, quoi. Ça m'a, franchement, ça m'a vraiment foutu une claque. Aussi parce qu'on a eu des moments difficiles, j'ai cru qu'on allait crever, je l'ai dit plusieurs fois. Euh, Autour de moi quand on me posait cette question-là, parce que on était pris dans une tempête de malades, on trouvait plus notre chemin, on a trouvé une vieille cabane de fortune dont on a défoncé la porte pour y dormir la nuit. C'est une histoire, c'était rocambolesque, franchement. On avait des pulkas de 40 kilos qui roulaient comme des bottes de foin. Il y avait un vent, mais j'ai jamais vu ça de ma life. C'était n'importe quoi. On était penchés comme dans l'émission à la con d'Arthur, un vendredi tout est permis, où les mecs sont dans un décor reconstitué. Alors on a tous vu ce truc. C'était pareil, quoi. Il fallait qu'on avance dans un angle à 25 degrés, sinon on tombait, quoi. C'était fou. Franchement, c'était fou. C'était dingue, franchement. Donc, cette expé-là, elle m'a bousculé. Après, Départ 14 il y avait mars aussi la... pour celles et ceux qui nous écoutent. Je suis sur le site en même temps, là, visiblement. Oui, c'est vrai qu'il y a un départ cette année, qui est confirmé d'ailleurs. Il y a des gars qui vont partir. Il y a des gars qui devaient, deux jeunes, Pierre et merde, j'ai son nom qui m'échappe, le deuxième, mais qui s'étaient lancés dans cette expé, deux jeunes qui ont vachement économisé pour le faire et qui devaient partir l'année dernière, mais il y avait le Covid, ils n'ont pas pu. Bah, franchement, c'est une expé, c'est une folie. Mais on l'a pas suffisamment mise en avance, mais mise en avant, on pourrait le faire plus, mais bon. Après, l'autre, c'était la traversée intégrale de l'Islande Nord-Sud. Ouais. Ouais, ça, deuxième folie. Probablement parce que émotionnellement, c'est la première expé Explora et que moi, c'est la première expé qu'on faisait en juin 2018. La boîte était créée depuis quelques jours et on avait un premier client qu'on avait chopé sur un post Facebook. Le mec avait dit OK, je viens. Le mec, une semaine après, il traversait l'Islande avec nous, avec des sacs de 32 kilos. On a fait un azimut brut, quoi, tout droit, nord-sud, à Couréry, Selfoss, où on a fait, je sais pas, 7-10 jours de trail dans la gadoue, avec des raquettes, dans la neige. On est parti en juin, il faisait encore un temps assez froid. On a traversé en glacier, alpi, encordé, avec tout notre pactage, sans relais logistique, la bouffe, tout, le désert, le glacier de Hofsjökull au centre d'Islande. Et puis, et ensuite, on a descendu 250 bornes avec nos packraft, escortés par les phoques pour arriver dans l'Atlantique, quoi, avec tout notre barda entre les pattes, du début à la fin, quoi. Donc c'était, que te dire? C'était n'importe quoi. On est arrivé, c'est la finale de la Coupe du Monde dans Reykjavik. C'était pas la finale, c'était France-Islande. À Reykjavik, t'imagines le délire. Du coup, on nous a mis une pinte entre les mains et franchement, hors du temps. Il n'y avait pas de nuit. Après, on a fait une teuf d'électro toute la nuit. Franchement, ça n'avait aucun sens en fait. C'était d'un extrême, c'était fou. On avait besoin en fait d'être connecté à des gens et de connecter à de la musique, à des trucs un peu, tu vois, des trucs un peu réels et basiques, parce qu'en fait, on avait été propulsé dans un truc, dans une telle claque qu'on n'avait pas envie de quitter des gens, quoi. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on reste dans cette espèce de rooftop où il y a de la musique électro toute la nuit, parce qu'on avait besoin de ce contact en fait. Ça nous a bousculé encore. Donc c'est des moments où c'est des moments, ouais, assez hyper puissants en fait. Je peux pas garantir que les gens vivent ça s'ils partent, mais parce que nous c'était les reconnaissances aussi, tu vois, c'était la première fois qu'on faisait ces expés, mais bon, pour eux ce sera la première aussi. Donc et les conditions de ces environnements sont tellement particulier que forcément tu vis des choses et ça te bouscule. Donc ouais, ça c'est clair, c'était les plus longs. Après j'ai fait aussi, tu vois, la traversée du Vercors sur 3-4 jours avec ma femme et il faisait un temps hyper dur et ça a été court, mais ça a été aussi intense et on était avec un groupe, il y en avait certains qui galéraient et tout ça, et puis il fallait porter les pulkas des autres. Alors même si sur 3 jours, quand tu tires 100 kilos, tu vois, tu t'en souviens, quoi. Ouais. Donc ça, pas besoin d'aller forcément loin et pour vivre ces trucs-là, mais bon, en tout cas, ces moments-là m'ont quand même pas mal chamboulé. Bah, ça fait rêver, ça fait rêver. Je mettrai le lien vers le site d'Explora, donc les gens pourront aller fouiller, regarder, les différents niveaux, les expés que vous proposez, ce qui est, les départs confirmés en dépit du Covid et cetera. Donc, voilà, je mettrai tout ça, C'est ça cool. fait rêver. Top. Et bah, écoute Stan, on arrive, déjà à la fin. Un immense merci pour, tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. C'était super inspirant, très personnel, hyper authentique, donc moi j'ai adoré.
Peut-être pour finir, qu'est-ce que même si bon, il y a eu, il y a eu, 5 tips déjà, bien détaillés, mais s'il y avait, une chose que toi tu aurais envie de transmettre, à celles et ceux, tu vois, qui hésiteraient à se lancer, dans l'entrepreneuriat ou tout simplement dans, la traversée du parc, régional qui est derrière chez eux sur 2 jours, ce serait quoi? Bah, ce serait de c'est valable un peu pour tout, mais c'est pour tous les passages à l'action. Il faut déjà se connaître pour s'entourer de ce qu'on n'est pas ou de ce qu'on ne sait pas faire. Donc ça, c'est un peu valable tout le temps, mais quand tu lances ta boîte, il faut que tu saches déjà qui t'es, Ouais. comment tu réagis dans telle ou telle situation, qu'est-ce que tu sais faire, des skills techniques basiques, et puis enfin, des hard et des soft skills, tu vois, un peu tout. Il faut que tu t'entoures de gens qui sont complémentaires à toi. Ton cofondateur, tes premiers employés. Donc ça, c'est vachement important. Mais du coup, si tu te lances tête baissée avec des gars qui sont des look-alike, des gars qui sont comme toi, tu vois, ton meilleur pote parce qu'il est exactement comme toi, bah, tu vois, attention, quoi. Le but est quand même d'aller chercher de la complémentarité pour réduire la surface de risque potentiel. Donc, moi, j'ai passé en gros les 12 dernières années de ma vie à- dans un calcul permanent de risk-reward. De qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je mets en place pour quel but à atteindre. Donc ça, je crois que c'est vachement important parce que ça permet de sortir un peu de l'émotion parfois et de rendre assez pragmatique et basique chaque décision que tu prends, Mmh. petite ou grande. Donc, s'entourer de personnes qui savent faire. Euh, Quand j'ai créé Explora, je me suis toujours dit que une autre de mes missions, moi, du coup, j'en ai cité plusieurs, mais l'idée est de rendre les gens autonomes. Tu vois, autonomes en outdoor. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des gars qui viennent nous voir tous les 6 mois pour faire une initiation d'alpinisme. Tu vois, c'est qu'ils viennent une fois, on leur apprenne comment mettre un baudrier, comment marcher avec des crampons, comment mettre son pied pour pas se faire mal, comment tenir un piolet, où le mettre quand tu t'en sers pas, comment encorder des potes, comment les sécuriser, quand partir, quand ne pas partir, pour qu'après ils sachent le faire tout seuls sur un week-end. Et puis après ils reviennent nous voir pour faire une semaine plus engagée. Et puis après ils pourront partir tout seuls avec des potes une semaine, et ainsi de suite. Tu vois, c'est de faire monter les gens en compétences Mmh. dans toutes les disciplines qui existent, ou pour lesquelles on aurait trouvé des experts suffisamment en ligne avec nos valeurs et avec le niveau d'exigence qu'on veut pour créer des programmes. Donc en gros, c'est se connaître, bien s'entourer, aller étape par étape, mais faire, quoi. Arrêter de commenter, arrêter de liker, arrêter d'être spectateur, quoi. Tu vois, il y a un cours central pour tout le monde. Faut juste trouver le sien, quoi. Top. Lancez-vous. Exactement. Bah, écoute, un grand, grand merci encore une fois, Stan. Tout le meilleur pour Ouais, la tant pis, suite. Loïc. Je mettrai tous les liens, pour Explora, les gens peuvent te suivre toi à titre perso ou pas forcément? Ouais, bien sûr. Je fais un peu de blabla parfois non, mais sans péjoratif, mais sur LinkedIn ou Instagram. Ouais, Stan Gruot, Ouais. ou Stanislas sur LinkedIn et Stan Gruot sur Instagram. Et j'essaie de poster un peu les coulisses aussi de ce qu'on fait avec Explore, notre quotidien. Et de poster quelques conseils sous forme de journal de bord que je publie chaque semaine sur mon profil Instagram. Enfin, bon, là, ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas fait, du coup, avec les fêtes, il faudrait que je m'y remette. Mais voilà, toujours avec cette idée d'être assez basique et pragmatique et d'aider les gens à passer à l'action avec ce qui m'a aidé moi à me bouger, quoi. Ouais, super. Bah, je mettrai tout ça et écoute, bah, je suis sûr que ça en inspirera, pas mal. En tout cas, moi, j'ai trouvé la conversation encore une fois très intéressante et tu vois, plus j'échange avec, essentiellement les gens d'Explora Project, plus je me dis que j'ai plus trop vraiment d'excuses pour pas lancer les 2 idées que j'ai en carton depuis quelque temps. Donc ça peut pas arriver. Bah, écoute, je suis content en tout cas que cet ADN et que ces valeurs du coup transpirent dans tous les gars d'Explora, de la Ouais, famille que tu as pu croiser, de l'équipe des bureaux jusqu'à l'équipe terrain. C'est cool. yes. Top, un grand merci Stan, tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Je t'en prie. Salut Loïc. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure,
N'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!